du regroupement handicap, accompagnement, regroupement, recherche et projet, donc qui éclairera les choses du côté, on pourrait dire, des étudiants, même si son expertise est bien plus large que ça. Paul Turcotte, qui est déjà intervenu dans le premier webinaire, donc qui va pouvoir peut-être établir le lien entre les différentes interventions, et qui est professeur au Cégep du Vieux-Montréal et chercheur au CRISPECH, le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Marjorie Vidal, qui est chercheuse postdoctorale en éducation et formation spécialisée à l'UQAM, et puis dans d'autres lieux universitaires d'enseignement, et qui s'intéresse aux questions inclusives concernant les élèves adultes et au secteur de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, et donc qui est administratrice aussi à la KEPS. Eh bien voilà, je n'ai oublié personne, j'espère. Vous avez aussi, parce que je vois sur mon écran beaucoup de petites fenêtres, parce qu'on a aussi les traductions, etc., le sous-titrage. Et donc merci à toute cette équipe technique sans laquelle toute cette affaire-là serait bien difficile à mener. Et dans la préparation aussi, bien évidemment. Alors sans plus attendre, nous allons céder la parole à Catherine Boutin, qui va finir de se présenter à vous et surtout vous partager la richesse de ses réflexions concernant la question assez brûlante en général de l'évaluation et qui s'est peut-être ou complexifiée ou peut-être à certains égards adoucie dans la période de l'enseignement à distance à laquelle nous sommes contraints. Voilà Catherine, merci beaucoup de prendre la parole pour faire suite. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous. Dans le fond, c'est ça, je suis conseillère en services adaptés au collégial. Au niveau de ma formation, dans le fond, j'ai fait un bac en enseignement, un DESS en adaptation scolaire et je termine un DESS en intervention éducative auprès des personnes présentant un trouble du développement. Donc, comme Jean le disait, juste vérifier le partage d'écran fonctionne bien. Oui, parfait. Alors, dans le fond, c'est ça, le sujet est effectivement brûlant. Donc, les accommodements en situation d'évaluation, j'ai essayé d'avoir une perspective inclusive sur cet enjeu-là, puis aussi dans le contexte actuel de pandémie, ça nous amène beaucoup d'adaptation. C'est sûr que j'ai une approche réflexive en lien avec ça. Malheureusement, il n'y aura pas de recette présentée aujourd'hui, mais c'est des réflexions en lien avec différentes problématiques, en lien avec les accommodements. Donc, des choses que j'ai pu observer, puis tout ça dans une perspective inclusive. Alors, si on place d'abord un peu plus le contexte, bien, la situation de pandémie, ça nous amène à nous adapter, c'est certain. Ça amène aussi beaucoup d'adaptation en lien avec l'évaluation des apprentissages, dans le contexte où on doit faire les examens à distance, où il y a aussi beaucoup d'adaptations qui sont mises en place parce que les salles d'examen des services adaptés ben, ne peuvent pas accueillir autant d'étudiants qu'habituellement, donc l'accès est très restreint. Et ça, ben, vous le savez, ça amène comme conséquence que ben, les enseignants sont amenés à avoir une plus grande responsabilité en lien avec l'application des mesures d'accommodement des élèves qui sont en situation de handicap. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, en fait, ensemble, parce qu'il va y avoir une interaction plus tard, mais c'est est-ce que les pratiques inclusives peuvent faciliter, voire réduire la mise en place, la nécessité de mettre en place des mesures d'accommodement en situation d'évaluation. Dans le fond, vous le savez, là, en lien avec les évaluations à distance, ça amène beaucoup d'enjeux auprès des enseignants en lien avec l'identité de la personne qui est évaluée, comment on fait pour adapter un examen qui était habituellement en présence, puis l'adapter vers quelque chose qui est fait à distance, où on a peut-être moins de contrôle sur l'accès, à quoi l'étudiant a accès quand il complète l'évaluation. Il y a beaucoup aussi de problématiques qui peuvent être en lien avec un examen qui est en présence, mais là, on n'a plus accès à la salle d'examen avec les ordinateurs. Donc là, l'étudiant se présente avec un ordinateur portable. Comment on fait pour lui transmettre sa version numérique? Ça amène vraiment... ça peut amener un gros casse-tête et
la perspective que j'aimerais avoir aujourd'hui, c'est plus dans une perspective de solution. Est-ce que les pratiques inclusives peuvent apporter des solutions à ces différents enjeux-là en lien avec l'évaluation dans le contexte actuel, l'évaluation des apprentissages en mode hybride ou en mode à distance? Donc, pour répondre à cette question-là, en fait, il faut d'abord revenir. Juste, je sais qu'il y en a plusieurs là, parmi vous sûrement qui comprennent ça, mais juste comme faire un tour rapide sur quelques fondements qui permettent vraiment de bien comprendre les accommodements et l'inclusion pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, tout le monde, et qu'on s'entend bien. Donc, d'abord, un accommodement, c'est quoi? Ben, c'est un accommodement raisonnable. Donc, la Charte des droits et libertés prévoit, dans le fond, des accommodements raisonnables fondés sur différentes situations, par exemple le genre ou la diversité culturelle. Et dans le fond, le but de l'accommodement, l'intention, c'est vraiment d'assurer une égalité des chances puis d'éviter des situations de discrimination fondées sur le handicap. Donc, l'objectif, c'est vraiment de venir pallier à la limitation. L'image que vous voyez sur la présentation, c'est une image quand même assez bien répandue et connue dans le milieu de l'éducation pour illustrer ça. Dans le fond, on a trois petits bonhommes qui essayent de regarder une partie de baseball qui se déroule derrière une barrière. Et pour illustrer le concept d'égalité, les trois petits bonhommes ont accès à une boîte pour voir par-dessus la barrière. Mais les trois petits bonhommes sont de grandeurs différentes. Donc, il y en a un qui est tout petit. Donc, malgré la boîte, ben, il ne réussit pas à avoir accès à voir la partie de baseball. Donc, on donne la même chose à tout le monde, mais c'est égal, mais ça ne répond pas aux besoins de la petite personne qui se trouve à être exclue. Tandis qu'en dessous du mot égalité, on a les mêmes trois petits bonhommes, mais les boîtes ont été réparties de façon à ce que le petit ait accès à 2 boîtes pour qu'il puisse être assez grand pour voir l'autre côté de la barrière. Donc, c'est une image pour expliquer que, ben, ça se peut c'est vraiment ça la perspective d'accommodement. Donc, la personne, elle va avoir peut-être quelque chose de plus pour lui donner le même accès que les autres. Donc, on ne donne pas la même chose à tout le monde, mais on donne comme ce dont la personne a besoin pour avoir accès. Voilà. Donc, si on a, par exemple, pour illustrer aussi, ben c'est ça, on s'appuie sur la Charte des droits et libertés. Donc, il y a un fondement légal, il y a une obligation légale qui vient avec les demandes d'accommodement. Donc, si on pense à une personne, si on illustre, pour rendre ça plus concret, une personne qui présente une dysorthographie sévère, ben, elle n'aurait pas une chance égale d'accéder aux études supérieures si elle n'avait pas accès à des outils compensatoires comme un ordinateur, des logiciels pour faire ses travaux et ses évaluations. Elle se retrouverait comme pénalisée en lien avec sa limitation, donc elle n'aurait pas le même accès. Donc, dans une perspective d'accommodement, on lui donne ce dont elle a besoin pour pouvoir participer pleinement. Voilà, j'espère que je ne parle pas trop vite. Donc, on est dans une perspective d'accommodement. Qu'est-ce qu'on va accommoder? Bien, vous avez ici une liste, là, dans le fond, de différentes limitations qui sont possibles et qui peuvent faire l'objet d'une demande d'accommodement. Donc, on les connaît, là, je ne vais pas vous les expliquer en long et en large, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est les limitations neurologiques sont assez présentes, que ce soit au niveau de l'attention, des apprentissages, du traitement de l'information. Donc, ce sont des limitations qui viennent altérer le processus souvent d'apprentissage. Donc, ça peut nécessiter comme des adaptations. Les limitations qui sont neurologiques sont souvent invisibles auprès des intervenants. Donc, ça se passe dans le cerveau, on ne les voit pas. Donc, ça peut... la notion d'accommodement, elle est plus facile à voir quand une personne elle a besoin d'avoir accès, par exemple, à un établissement
on crée une rampe, c'est visible, c'est facile à voir, mais c'est un peu moins visible quand on parle de limitations qui sont neurologiques. Paul, M. Turcotte, lors du premier webinaire, faisait référence au modèle biomédical. Donc, on est vraiment dans cette approche-là. Là. Tout ce qui est accommodement fondé sur une limitation, on est dans une approche biomédicale. Et l'enseignant, dans cette approche-là, n'a pas accès au diagnostic, bien souvent pour des enjeux de confidentialité. Donc, l'enseignant peut sentir qu'il est un peu aveugle dans cette situation-là. C'est pas explicite pour l'enseignant qui met en place les accommodements, comme pourquoi c'est mis en place, qu'est-ce qui se passe, à quel besoin ça répond. Et c'est ça, dans le fond, dans le modèle biomédical, toutes ces limitations-là, pour faire une demande d'accommodement, ben, doit être fondée sur un diagnostic posé par un professionnel de la santé. Ce modèle, c'est-à-dire les accommodements fondés sur des limitations biomédicalement attestées, ça nous amène certaines contraintes, certaines pressions sur le système d'éducation. Donc, ce n'est pas un modèle qui est parfait. On le sait. Ça amène des contraintes, ça amène une certaine pression en lien avec le nombre grandissant de demandes d'accommodement que les établissements scolaires doivent répondre. Il y a une augmentation des diagnostics en lien avec le trouble du spectre de l'autisme, en lien avec les troubles du langage. On le sait, les troubles de santé mentale, ça augmente sans cesse. Donc, c'est sûr que c'est une tendance statistiquement démontrée et malheureusement, je ne pense pas que ça se stabilise, mais les demandes demeurent. Donc, ça peut être un problème. Ensuite, d'avoir une perspective d'individualisation des mesures, c'est sûr que ça vient créer une surcharge sur le personnel enseignant. Donc, de prendre chaque plan d'intervention, chaque plan de service individuellement. On ne peut pas demander aux enseignants de les connaître par cœur et de les mettre en place parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, c'est sûr que le processus d'accommodement, c'est un processus qui institutionnellement, c'est lourd et c'est coûteux parce que chaque demande doit être traitée individuellement. Donc, ça amène des coûts, l'analyse individuelle de la demande, évaluer les besoins. C'est certain aussi que dans le modèle biomédical, l'étudiant doit nous démontrer son diagnostic. Donc, des fois, l'étudiant a des frais associés à aller chercher ce fameux billet médical-là. C'est un système qui génère de l'exclusion parce que, en fait, les services ne sont pas offerts à tous parce qu'on a une obligation d'aller présenter un diagnostic. Et il y a aussi une exclusion par le fait quand on est en temps de pandémie, on retire les étudiants de la classe pour aller les placer dans une salle spécifique. Donc, ils ne sont plus avec leur groupe, on les exclut pour qu'ils puissent avoir accès à leurs mesures. Et c'est sûr que ça amène une certaine perception d'iniquité. Dans le fond, si on revient à l'image que je vous ai présentée, c'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes choses, c'est pas tout le monde pareil. Donc, c'est sûr qu'instinctivement, on a la perception que c'est injuste. Mais cette injustice-là elle est mise en place justement pour assurer une justice et une égalité des chances. Mais ça amène une perception un peu, c'est ça, plus difficile à analyser. Donc, je vous ai mis une citation ici. En fait, c'est tout individu est à la fois comme tous les autres, comme certains autres et comme personne d'autre. J'ai mis cette citation-là pour illustrer la diversité des apprenants auxquels un enseignant doit enseigner dans une même classe. Donc, l'intégration des personnes avec des différentes problématiques individuelles dans une classe, mais c'est sûr que ça rend cette diversité-là plus visible. Donc, ça ressort plus
mettons. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est commun à tous, là. Chacun est unique avec ses besoins, ses façons d'apprendre, etc. Je fais encore un parallèle avec ce que M. Turcotte présentait dans le premier webinaire. Il a présenté, je vous ai parlé tout à l'heure du modèle biomédical pour présenter la situation de handicap. Il y a un autre modèle qui a été développé par Fougerolas en 2010 qui s'appelle le modèle de développement humain, processus de production du handicap. Je voulais l'illustrer peut-être un peu plus. C'est un modèle qui est quand même vraiment intéressant pour mieux comprendre. Puis, il est intéressant pour différents enjeux. En fait, si je l'explique, dans le fond, en gros, la situation de handicap va émerger de l'interaction entre ce qu'est la personne, donc ses caractéristiques à elle, ses facteurs personnels, et son environnement. Donc, ici, je voulais juste l'illustrer comme avec un exemple d'un étudiant. Par exemple, si on a un étudiant qui présente un trouble du spectre de l'autisme, qui peut avoir des capacités, mais aussi des difficultés. Bon, là, c'est un peu cliché, là, des capacités en lien avec l'abstraction mathématique, donc il y aurait une force à ce niveau-là, mais des difficultés en lien avec les communications. Puis il vient avec son bagage familial, ses objectifs, il y a différentes choses qui vont venir influencer qui il est. Puis après ça, on s'intéresse à dans quel environnement il est, avec ses facilitateurs et ses obstacles. Donc, le soutien de sa famille, son logement, où est-ce qu'il habite. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans qui échappent à notre contrôle en tant qu'école, en tant qu'enseignant. Puis c'est sûr que, comme l'expliquait M. Turcotte, la pandémie, ça vient rajouter. Ça peut venir fragiliser. Ça peut mettre beaucoup de monde qui n'était peut-être pas en situation de handicap. Donc, la pandémie vient jouer sur l'environnement. Donc, tout le monde peut être influencé par cette pandémie-là, puis ça peut venir fragiliser là, davantage les personnes. Ce modèle-là, pourquoi il est intéressant, puis pourquoi je tenais à revenir là-dessus et à vous en parler aujourd'hui, c'est que le design pédagogique des cours va venir influencer, va venir soit générer des obstacles ou créer des facilitateurs pour la personne qui vient avec ses forces et ses défis. Et bien, ce design-là, il y a beaucoup de choses là-dedans sur lesquelles on n'a aucun contrôle, mais le design pédagogique des cours, ça, on a une petite emprise là-dessus. Donc, si on peut se sentir impuissant devant tout ça, mais de savoir qu'on peut avoir un petit contrôle, ça peut donner de l'empowerment aux enseignants. Donc, si on revient dans une perspective d'évaluation, parce que c'est le thème de la présentation aujourd'hui, donc cet étudiant-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme situation d'évaluation? Si on le place devant une situation d'évaluation sous forme d'exposé oral en équipe, en lien avec ses difficultés à communiquer et interagir, c'est possible qu'en mettant en place ce genre d'évaluation-là, ça se peut qu'on génère certains obstacles, puis que l'étudiant se retrouve à avoir une plus grande difficulté à démontrer sa compétence dans une situation d'évaluation comme ça. Donc, par contre, si on le place dans une situation où il a à démontrer sa compétence plutôt de façon écrite, peut-être qu'il pourrait trouver ça plus facile puisqu'il peut prendre plus de temps pour réfléchir aux mots et avoir un soutien visuel pour valider si ce qu'il exprime est clair ou non. Voilà. Encore une fois, on revient, là, j'ai changé de diapositive vers une autre, d'autres images. On revient avec les mêmes images du départ, mais il y en a une supplémentaire. Donc, on regarde toujours la partie de baseball derrière une barrière. Le concept d'égalité, on a donné la même chose à tout le monde. Notre petite personne se trouve encore une fois exclue et elle n'a pas accès à la partie de baseball. C'est une métaphore vers l'éducation, donc elle n'aurait pas accès à
une pleine participation sociale en lien avec l'éducation. Ensuite, l'équité. L'équité, ça répond aux besoins dans le sens que la petite personne peut avoir accès à la partie de baseball, mais on a encore une perception d'inégalité. Ça peut amener des difficultés autant auprès des enseignants que des personnes en situation de handicap. Il y a certaines personnes qui peuvent se sentir mal à l'aise du fait qu'elles ont accès à plus d'outils que les autres pour faire la même tâche. Donc, la deuxième image, en lien avec l'équité, on est vraiment dans une perspective d'accommodement, on est toujours dans le modèle biomédical. La dernière image qu'elle apporte de plus, c'est que la barrière, elle est en forme de grillage. Donc, sans avoir besoin des boîtes, les 3 personnes ont accès à la partie de baseball. Donc, comment on fait pour donner un accès universel? Bien, en fait, c'est que la petite personne, elle est encore intègre. Là. On ne l'a pas modifiée. Elle n'a pas changé. Elle demeure avec sa grandeur, avec ses défis, mais elle a quand même pleinement accès à la partie de baseball. Donc, on a adapté le contexte pour venir enlever des obstacles pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, c'est vraiment cette image-là qui illustre bien la perspective inclusive, l'éducation inclusive. Rapidement, ce que c'est vraiment un processus continuel. On n'atteindra probablement jamais une inclusion parfaite en toute situation. Mais ce qui est important, c'est que ce soit un processus continuel. Dans le fond, qu'on soit toujours en analyse, quels sont les obstacles et quels sont les facilitateurs pour toujours augmenter la participation sociale de tous. Donc, on sort vraiment du modèle biomédical, on est vraiment comme dans une approche non catégorielle, on veut répondre à l'ensemble des besoins, de la diversité de toutes les personnes qui sont dans la classe. Et c'est ça, comme j'expliquais, c'est une recherche d'obstacles. C'est pas nécessairement en lien avec, pour répondre aux besoins des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Ça vise vraiment à répondre à tous les besoins, que la personne ait un diagnostic ou non, que la personne, sa langue maternelle soit le français ou l'anglais ou peu importe le contexte. Donc, on a vraiment une vision plus large. On ne s'intéresse pas seulement aux personnes qui sont en situation de handicap, mais vraiment à tous les besoins qui peuvent émerger en classe. Tout un défi. Je vais passer rapidement sur cette diapo-là. Vous allez y avoir accès plus tard, mais ça met bien en parallèle comme la perspective des accommodements versus une perspective avec un design universel. Je voulais aller vite parce que j'ai tenté de créer un outil d'analyse. C'est destiné aux enseignants qui souhaiteraient réduire le nombre d'accommodements qu'ils ont à mettre en place pour répondre aux besoins de leurs étudiants. Là, je grossis. Cette grille-là, vous pourrez y avoir accès sur le site Internet de la KEPS, je crois. Ça va être disponible dans les outils. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous la présenter rapidement. Donc, l'objectif de la grille, c'est vraiment d'essayer de réduire le nombre d'accommodements en lien avec une évaluation, mais on souhaite quand même répondre aux besoins de tous les étudiants. Donc, de prendre en charge aussi les fameux accommodements. Donc, c'est une série de questions sur différents thèmes. Je vais le survoler un petit peu. Donc, la personne qui veut utiliser cette grille-là, elle se pose les questions, puis c'est important que ce soit toujours en gardant en tête c'est quoi la compétence qui est évaluée dans mon contexte. Donc, c'est pour soutenir la réflexion. Plus la personne qui complète la grille va répondre oui aux questions, bien, il va y avoir plus de facilitateurs qui vont être mis en place. Il va y avoir un peu moins d'obstacles en lien avec cette évaluation-là. J'ai tenté de le compléter pour vous donner un exemple de à quoi ça pourrait ressembler une fois complété. Dans le fond, si je suis allée vers mes vieilles amours,
l'histoire. Dans le fond, moi, j'ai fait mon bac en enseignement d'histoire, donc je suis retournée vers ce que je connais. Donc, j'ai imaginé comme un cours d'histoire éducation à la citoyenneté. Je cherche à me questionner sur un examen sur la démocratie que je cherche à faire en ligne. Donc, mon exemple est basé sur un examen relativement traditionnel. Et je suis allée chercher la compétence du programme, ça peut être celle du devis ministériel. Donc, la compétence à évaluer, c'est interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique. Bon. Donc là, j'ai une série de questions en lien avec le temps. Donc, en lien avec mon examen, en lien avec ma compétence. Est-ce que l'évaluation de la compétence peut être faite sans limite de temps spécifique? Si je pense à mon examen, je peux répondre oui. Il n'y a pas de notion de temps spécifique en lien avec le critère d'évaluation. Donc, une personne peut prendre un temps variable pour interpréter une réalité sociale et être en mesure de me démontrer sa compétence. Il n'y a pas de temps qui est essentiel dans l'évaluation de cette compétence-là. Est-ce que c'est possible de bonifier le temps pour tout le monde? Peut-être que oui. Je suis consciente aussi qu'en faisant l'exercice, des fois, on va répondre non. C'est correct. Est-ce que c'est possible de réduire la longueur de la tâche pour permettre à tous les étudiants de terminer? Bien, ça se peut que non. Ça se peut que je ne sois pas capable de réduire la taille de mon examen parce que chaque question est en lien avec un concept qui est essentiel à l'évaluation de ma compétence. Et si j'enlève une question, je ne me retrouve pas à évaluer l'ensemble de ma compétence. Donc, ça se peut que ce soit non parfois. Donc, ça, c'est des questions en lien avec le temps. Ah oui, ici, bien, dans le fond, la grille s'inspire du guide de l'éducation inclusive de Booth et Endicott. Ensuite, en lien avec les modalités d'évaluation, on peut faire un parallèle avec ce qui a été présenté par M. Turcotte lors du premier webinaire. Ça rejoint aussi la pédagogie avec la CUA. Donc, est-ce qu'il y aurait plusieurs façons d'évaluer ma compétence? Oui, mais là, peut-être qu'en fin de session ou ici maintenant, mon examen est prévu comme dans 2 semaines, ça se peut là, que je n'aie pas le temps d'inventer un nouveau projet pour permettre l'évaluation sur différentes modalités. Donc, ça nécessite une réflexion en lien avec mon plan de cours. Ça se peut qu'ici maintenant, je ne sois pas capable de le faire. Puis mon examen, il va rester un examen. Mais ça m'amène peut-être quand même à réfléchir pour la prochaine fois que je vais donner le cours. Est-ce que j'aurais d'autres façons de potentiellement évaluer? En lien avec les outils, est-ce que certains outils pourraient être mis à la disposition de tous les étudiants, de tous les élèves? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, ça vient peut-être répondre aux besoins de donner accès à tous aux mêmes outils. Donc, l'ordinateur, par exemple, pour certains étudiants, c'est absolument essentiel d'avoir accès à un ordinateur pour faire leur examen. Est-ce que les autres devraient faire aussi à l'ordinateur? Comme ça, on se ramasse avec une situation où tout le monde a accès aux mêmes outils. L'accessibilité, c'est sûr que dans le mode à distance, les consignes sont souvent transmises en format électronique, donc ça devient un facilitateur. Donc, est-ce que je peux rendre mes consignes et questions accessibles en format numérique pour favoriser l'utilisation de la synthèse vocale? Peut-être que dans mon contexte, je donne mon examen par Moodle et à ce moment-là, c'est merveilleux, mes consignes sont transmises par écrit. Ensuite, est-ce que les consignes sont formulées de façon claire et concise? Peut-être qu'il y a une question que je pourrais aller la reformuler parce que on sait que les phrases simples, les phrases courtes, les phrases explicites vont être plus facilement comprises. Donc, peut-être que j'ai une question à développement que je pourrais aller couper, reformuler, clarifier. Je ne ferai pas le tour de tous les items, mais on peut quand même les parcourir. Est-ce que c'est possible d'avoir une certaine interaction pendant l'examen, donc de poser des questions? Est-ce que c'est possible de fournir des sous-questions, oui ou non? Est-ce que c'est possible d'intégrer une partie de travail fait en collaboration? Donc, c'est des éléments qui vont rajouter des facilitateurs et réduire les obstacles pour répondre aux besoins des étudiants. Et il y a une dernière section en lien avec l'évaluation qui est comme un soutien à l'apprentissage. Est-ce qu'il y a eu une portion formative pour évaluer les apprentissages?
Est-ce que la rétroaction est assez claire pour que l'étudiant puisse savoir qu'est-ce qu'il peut améliorer? Est-ce que est-ce que l'évaluation vise à faire réfléchir les étudiants sur leurs apprentissages? Est-ce qu'il y a une partie auto-évaluation? Donc, c'est différents items qui viennent soutenir les besoins des étudiants en lien avec l'évaluation des apprentissages. J'arrive déjà à la partie conclusion. J'ai créé un Padlet pour voir ce que vous retenez de la présentation. Donc, ce que vous pensez pouvoir réutiliser dans la pratique, ce qui vous fait réfléchir, ce qui fait réagir. Je pourrais envoyer le lien du Padlet dans le chat. On n'a pas de limite de temps. Donc, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous retenez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait réagir? Donc, on peut mettre le lien disponible. Il n'y a pas de limite de temps pour aller écrire dans le Padlet. Là, je peux vous montrer. Ça va ressembler à quoi? Oups, j'ai de la misère. En tout cas, je vais vous le mettre dans le chat pour que tout le monde puisse aller réagir. Et cela met fin à ma présentation. Rapidement, vous aurez accès aussi à des ressources pédagogiques complémentaires. Aussi, là, que j'ai mis, il y a le module de la TELUC sur l'évaluation. Le CRISPECH a mis en ligne aussi une vidéo très intéressante sur comment adapter les évaluations en temps de pandémie. Je vous ai mis le lien. Il y a une étude aussi qui a été faite récemment sur les obstacles et les facilitateurs perçus par les étudiants en situation de handicap. Très intéressant à ce niveau-là. Donc, j'aurais terminé la présentation. J'arrête le partage d'écran et je donne la parole à Jean, je crois. Merci Catherine, merci beaucoup pour cette présentation qui nous ouvre bien sur la thématique qui consiste à peut-être s'interroger au préalable sur la construction, au fond, des pratiques évaluatives. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, je dis ça du point de vue des enseignants, mais je pense que les étudiants aussi peuvent être sensibles à l'intérêt de poser des questions, peut-être de faire des suggestions parfois sur les modalités d'évaluation. Il y a toujours une phase, me semble-t-il, en tout cas nous c'est comme ça qu'on pratique à l'UQAM, qui consiste à s'entendre, hein, à signer une entente d'évaluation. Donc ça peut être le moment aussi, paisiblement, c'est-à-dire alors qu'on n'est pas au pied du mur, à évoquer ces questions et à envisager des pistes. Vous avez eu raison de souligner que quand on est rendu vraiment au pied du mur, c'est-à-dire à une semaine de la fin d'un semestre et puis ça devient, ou d'un examen, il est bien évidemment très difficile de faire autre chose que le côté un peu traditionnel des étayages, aménagements, accommodements qui sont un peu à la pièce. Et que la question, quand on se la pose d'une manière beaucoup plus générale, on a tout avantage à permettre à l'ensemble des étudiants d'accéder facilement aux modalités d'évaluation. Alors maintenant, je vais me tourner vers les panélistes que j'ai présentés tout à l'heure et qui se joignent à la discussion et dans laquelle quelqu'un pourra réintervenir. Mais voilà, elle nous présente une grille qui nous invite à nous interroger au fond sur les grandeurs essentielles d'un dispositif d'évaluation, la notion du temps, bien évidemment, la notion de la modalité sous laquelle cette évaluation va se faire, les outils disponibles, son accessibilité, elle a parlé d'interaction et de communication entre les étudiants et l'enseignante, et puis peut-être aussi une interrogation sur est-ce que finalement cette évaluation a une vocation sommative ou une vocation formative, parce qu'évidemment ça ne va pas avoir non plus la même couleur selon qu'on l'utilise comme ça. Et donc j'aurais envie de demander à nos panélistes qu'on fasse un premier tour de parole, qu'on leur donne la parole une première fois, tandis que nos auditeurs, et je ne sais pas comment on va dire, auditeurs, spectateurs, Zoom dit spectateurs. En tout cas, vous allez pouvoir, chers participantes et participants, poser des questions qui vont continuer, prolonger cette discussion. Pendant ce temps-là, donc, dans un premier tour de parole, j'aimerais demander à nos panélistes, dans votre expérience de professeur ou d'étudiante, d'étudiant,
en période d'enseignement à distance, celle dans laquelle nous sommes et qui malheureusement risque de se prolonger à un grand moment, avez-vous vécu ou identifié des pratiques d'évaluation qui prennent en considération les questions préalables que Catherine vient de proposer, des pratiques qui offrent une meilleure accessibilité, et pourriez-vous surtout nous partager des exemples issus de votre propre expérience ou de votre propre pratique? Tout à l'heure, Paul avait déjà pratiquement commencé à nous parler d'un exemple. Peut-être que je pourrais, Paul, vous repasser la parole pour commencer sur cette question-là très générale. Oui, merci Jean. Je suis content. Je disais à mes co-participants avant de commencer que j'étais en attente de l'autorisation de la part d'une de mes étudiantes de partager avec vous son travail de fin de session. Donc, l'exemple que je vais partager avec vous, c'est tout nouveau, tout chaud. C'est entré dans ma boîte de remise de travaux quelque part aux petites heures du matin, malheureusement. Et ben, je vais vous le partager tout de suite et puis je vais vous le commenter à mesure. Je pense que j'ai le droit de partager mon écran. Oui. Donc, je contextualise un petit peu. Jean, est-ce qu'on voit bien mon écran? On voit un dessin, excellent. C'est un cours que je donne à cette session-ci. C'est un cours qui s'appelle Critique des médias. C'est un cours que je donne au Cégep dans le programme d'Arlette Communication Options Médias. C'est un cours qui, comme son nom l'indique, est un cours de critique des médias. Et dès le début de la session, j'annonce tout de suite, un peu comme le mentionnait Jean, ce n'est pas nécessairement un contrat, on n'a pas ces modalités-là de négociation au Cégep. C'est libre au professeur de négocier ou pas. Mais j'annonce quand même au début de la session en quoi va consister la démarche d'évaluation dans le cours. Et je leur ai dit, bon, ben l'examen final, ça va être un examen. C'est à faire à la maison, évidemment, le temps que vous voulez, je ne vous surveille pas. Et il y a une seule et unique question, je vous la donne tout de suite. La question, c'est la suivante. Une fois maintenant que le cours est terminé, une fois que vous avez terminé de voir le cours, de voir l'ensemble de la matière, dites-moi à quoi ça servait ce cours-là. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi il y a le cours dans ce programme-là? Qu'est-ce que vous avez appris? C'était quoi l'objectif du cours? Et comment ce qu'on a vu dans le cours nous a permis d'atteindre ces objectifs-là ou pas. Et c'est ça, c'est Maïka, mon étudiante, qui m'a envoyé ça ce matin, puis c'est très, très ressemblant. C'est elle qui a fait ce dessin-là. Elle s'est représentée en train de regarder son téléphone cellulaire et de se dire « les médias, c'est important. Peut-être que c'est un peu petit, donc je vais vous le lire. » Elle dit « je m'informe surtout sur les médias sociaux, réseaux sociaux. J'y passe trop de temps et l'information n'est pas toujours objective ou vraie. Je pourrais réduire le temps que je passe sur les réseaux sociaux et l'investir sur un autre média d'information plus fiable. » Et pendant qu'elle regarde ça, elle a synthétisé la session au grand complet dans ce dessin-là. Donc, tous les éléments, je ne sais pas si certains d'entre vous reconnaissent. Je peux agrandir un petit peu, je pense. Agrandir cette portion, oui. Oui, oui. Donc, elle a écrit ici, on a étudié les mythes mythologiques de Roland Barthes. La personne qui a la tête à l'envers ici, c'est Roland Barthes. C'est très représentatif. Le monsieur à côté avec une drôle de froc, c'est Gramsci. On a Douglas Kellner ici, on a Stuart Hall ici. Donc, elle est vraiment très, très talentueuse. Et ben, c'est la façon qu'elle a eue de synthétiser sa session. Bon, évidemment, c'est pas suffisant. Ça ne va pas tenir tout seul, cet examen-là. Je vais en discuter avec elle. Mais à sa proposition, c'est elle qui m'a proposé de faire ça parce que j'ai offert aussi, évidemment, de me proposer des façons de présenter leur synthèse. 80% de mes étudiants vont choisir de le faire par écrit. Sont rendus en deuxième année de cégep. Ils ont passé à travers le primaire et le secondaire d'un système qui met énormément l'accent sur la lecture et l'écriture. Donc, ils sont des produits de ce système-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est toujours le meilleur moyen, le meilleur médium pour transmettre leurs connaissances ou même transmettre quelque chose qui va un petit peu plus loin qu'un strict compte-rendu des connaissances.
Moi, ce que je m'intéressais à savoir, c'est comment ils se situaient eux-mêmes par rapport à cet environnement-là médiatique. Et pour Micah, ça lui semblait beaucoup plus parlant, beaucoup plus significatif de s'exprimer comme ça de manière artistique. Et je trouvais ça, en tout cas, selon mes critères, son résumé est très, très bon. Elle n'a pas oublié grand-chose. Et on a rendez-vous là, dans le courant de la semaine pour discuter de ça. Donc, au lieu de me faire une rencontre comme ça pour laquelle son support visuel serait un PowerPoint ou quelque chose comme ça, son support visuel, en fait, c'est sa création, son dessin comme ça qu'elle a fait, qu'elle va me commenter, puis elle va m'expliquer un peu comment les choses. Puis dans la même évaluation, j'ai un autre étudiant qui m'a fait un site web. Lui, il se développe une petite business là, de création de site web, alors il a fait un site web. Après ça, j'en ai plusieurs qui, eux, vont juste faire une rencontre comme ça avec moi parce qu'ils sont plus à l'aise de le faire dans le dialogue. Donc, on met en place les bases du dialogue. On dit, évidemment, je peux pas te donner toutes les réponses, mais je peux te poser plein de questions par contre. Ça, il n'y a pas de problème. Tant et aussi longtemps que tu réponds à mes questions, ça va bien aller. Mais comme je l'ai mentionné, ça, c'est peut-être un 20 de mes étudiants. Le reste vont le faire par écrit pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent. Puis, il n'y a pas de problème, c'est standard. Donc, je pense que les deux choses très importantes là-dedans, Catherine l'a bien présenté en commençant, c'est qu'il faut se donner de la marge de manœuvre. Elle a bien indiqué que le design pédagogique au collège et à l'université, ça nous appartient aux professeurs. On est chanceux. On a quand même une bonne marge de manœuvre pour peu qu'on l'assume et qu'on l'exploite. Et après ça aussi, la deuxième chose, puis moi, je pense que là où je suis rendu dans ma carrière, je pense que c'est la principale source d'amélioration, c'est d'arrêter de penser que je sais des choses, puis juste demander aux gens de m'aider, de me faire des propositions. Puis, Micah m'a fait cette proposition-là, ça a donné quelque chose de très bien. Ce que moi, je peux faire, c'est permettre cette liberté-là, puis l'encourager. Puis après ça, donner évidemment des cadres, on pourra en reparler, je pense que ça va revenir, mais il faut qu'on soit en mesure d'avoir une évaluation qui est équitable, parce qu'on a parlé des modalités d'évaluation qui doivent être équitables. Après ça, le jugement que l'on vient porter en tant que professeur dans le cadre de ces évaluations-là aussi doit pouvoir être justifiable au-delà de l'impressionnisme ou de l'affinité ou du fait que le dessin est vraiment beau. En fait, là, je n'évalue pas moi, les aptitudes artistiques. D'ailleurs, il ne faudrait pas parce que moi-même, je ne serais pas vraiment en mesure de passer mes propres cours. Donc, j'arrête de parler, je laisse la parole à d'autres. Parfait, merci Paul. Et juste pour faire le lien peut-être avec les prochaines interventions, moi je voudrais souligner aussi le fait que lorsqu'un enseignant met en œuvre une pratique d'évaluation, il sait aussi, ou elle sait, qu'on doit s'attendre à ce que cette pratique d'évaluation soit aussi une évaluation de l'enseignement lui-même, et pas seulement des apprentissages de l'étudiant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez réversible dans l'évaluation. Ce n'est pas seulement une épreuve qu'on fait subir, entre guillemets, aux étudiantes et aux étudiants, mais c'est aussi une sorte d'épreuve de la réussite de l'enseignement qui a été donné. Donc c'est aussi une perspective dans laquelle qu'il ne faut pas perdre de vue justement dans la subtilité, on peut dire, des modalités d'évaluation. Et plus elles sont effectivement diverses, plus elles offrent aussi de la marge d'initiative aux étudiantes et aux étudiants, plus ça offre une rétroaction à l'enseignant, et que je trouve toujours très enrichissante pour ma part. Alors, on va se tourner justement du côté des étudiants et des étudiantes, et à travers la voix de Simon, qui peut-être va pouvoir lui aussi nous présenter des éléments de son expérience en la matière, là, dans les derniers mois qui viennent de s'écouler peut-être, et nous montrer ce qui peut-être sont des pistes prometteuses, mais aussi peut-être des difficultés rencontrées, bien évidemment, il ne faut pas les exclure. Alors Simon, merci de prendre la parole, il faut allumer le micro. Bonjour. Je vérifie parce que je vais faire peut-être un partage d'écran pour vous présenter ma présentation. Ce ne sera pas long. Est-ce que vous voyez bien? Oui.
Ça, c'est venu. On peut le mettre peut-être même en plein écran. Je trouve pas l'option. En bas, oui, voilà, vous y êtes presque. Je vois en dessous le petit, on dirait une poignée qu'il faut tirer là, un petit peu sur la gauche de la flèche où vous êtes, à côté du petit signe moins. Si je fais un zoom comme ça va? Non, en vous déplaçant jusqu'à... Oui, là vous êtes juste... 3 petits signes. Voilà, ce petit signe juste en dessous de votre flèche. Ah, vous y étiez. On va faire avec ça alors, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Ok, désolé. Donc, qui suis-je? Je suis un étudiant en rédaction professionnelle. J'ai également cofondé le regroupement étudiant ARP, qui a pour signification handicap, accompagnement, regroupement, recherche et projet. Et j'en suis le vice-président. J'étudie à l'Université de Montréal depuis 2016. J'ai la paralysie cérébrale et mon ambition principale est de devenir journaliste prochainement. Donc, pour ce qui est des évaluations, c'est un peu... en fait, je vais parler du regroupement en lui-même avant de parler des évaluations, si vous le voulez bien, ça va être plus en ordre. En fait, notre but au sein du regroupement, c'est de promouvoir l'accessibilité universelle. Je pense notamment à l'accessibilité des lieux. Si on prend par exemple les locaux à l'Université de Montréal, certains sont plus accessibles que d'autres. Quand j'ai un examen, par exemple, et qu'on m'assigne un local dans lequel il y a des marches, c'est quand même problématique pour se rendre à l'examen. Moi, je peux marcher quand même assez facilement, mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je me déplace à la fois en marchette et en fauteuil roulant. Mais reste que quand il y a des marches, ben, il faut quand même faire des compromis puis laisser le fauteuil dehors. Ça, j'aime moins ça, donc. Et notre but en tant que regroupement, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des parties prenantes à l'université pour trouver des solutions dans le but de favoriser l'accessibilité pour tout le monde. Aussi, peu importe la fonction des membres du groupe, peu importe le rôle, tout le monde est bienvenu, justement, et qu'on soit en situation de handicap ou qu'on soit parfaitement mobile. La seule chose qu'on espère, c'est l'ouverture d'esprit et le respect de tous. Donc, brièvement, ce sera pas long. Le regroupement, en fait, a été fondé 2 jours avant la pandémie. On a fait déjà quelques choses dont on a participé à la rédaction d'un article sur l'accessibilité au campus 1000. Il y a aussi eu un article sur les services de transport à l'Université de Montréal fait par le journal Métro. Et ça, c'est important parce que le transport adapté à l'Université de Montréal nous permet justement d'aller à ces examens-là. Parce que, évidemment, sans ça, c'est très difficile. C'est sûr qu'on peut faire des demandes pour avoir un examen dans un pavillon ou un autre, dépendamment de notre situation. Mais la difficulté, c'est que le transport adapté de l'Université de Montréal est seulement fourni jusqu'à 16h30. Et après, on doit avoir recours au transport de la STM. On a aussi fait une entrevue radiophonique à l'émission de Canal M dans les derniers mois et on a créé une page Facebook aussi. Donc, pour ce qui est des travaux, des examens en eux-mêmes, pendant la pandémie, j'ai remarqué en fait que, évidemment, on n'aura jamais ou dans très peu d'occasions des cours de 3 heures en ligne parce que pour tous les étudiants, être 3 heures devant un écran, c'est quand même assez compliqué. Et donc, le temps des cours est réduit souvent de 1h30 à 2 heures. Et le modèle d'évaluation qu'on doit faire, c'est souvent des travaux pratiques ou des rédactions à la maison. Des examens en tant que tels, il n'y en a pas beaucoup. S'il y en a, c'est souvent qu'on va faire des brouillons. On va se préparer tranquillement à la rédaction d'un texte quelconque. Et le jour de l'examen, on va faire une deuxième version. Dans mon cas, par exemple,
pandémie ou pas, je dois travailler avec un ordinateur portable. C'est-à-dire que, parce que moi, la technologie, pour moi, c'est essentiel, parce que mon écriture manuscrite est un peu, disons, déficiente. Et puis, donc, sans ordinateur, je ne peux pas vraiment travailler. Et puis, ce qui fait aussi que j'ai le droit à plus de temps pour mes examens et aussi au logiciel de correction Antidote, qui me permet justement de mieux corriger mes textes. Aussi, le service de transport pour les examens, bien, ça permet, dans certains cas, ou dans la plupart des cas, devrais-je dire, d'éviter les retards non voulus. L'accessibilité aux locaux permet aussi d'éviter tout sentiment d'exclusion. Je pense aussi, exemple, moi, une fois, j'ai voulu aller dans une salle de montage, mais je n'ai pas pu parce que le local n'était pas assez grand à cause de mon fauteuil qui lui, était trop grand. Et puis, j'ai terminé en disant que la technologie était notre allié, que c'était une ressource qu'il fallait apprivoiser le plus tôt possible parce que quand on repense à ça au début de la pandémie, je pense pas que, je me trompe peut-être, mais je pense pas qu'on était prêt à faire un virage technologique, ce qui fait que ça a donné beaucoup de difficultés aux enseignants et aux étudiants pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et donc, moi, pour la petite anecdote, j'ai dû changer de programme parce que, en fait, avant, j'étudiais en enseignement du français au secondaire, mais j'ai changé de fusil d'épaule quand j'ai su que l'université et le système scolaire en général n'étaient pas prêts à faire un virage technologique. Donc, c'est pour ça que je dis que la technologie est notre allié, parce que moi, ça me permet de non seulement faire cette présentation-là devant vous aujourd'hui, mais ça me permet d'être efficace aussi en tant qu'étudiant en situation de handicap. Donc, voilà. Merci beaucoup, Simon. Peut-être on va terminer le partage d'écran. Voilà, parfait. Merci beaucoup pour cette intervention dont je retiens particulièrement l'aspect technologique. Vous nous dites finalement la technologie, finalement, elle s'est un peu déversée sur nous à l'occasion de cette pandémie sans qu'on l'ait vraiment choisi. Il y avait bien sûr des pratiques déjà antérieures, mais de façon massive, et il a fallu l'apprivoiser. Je crois que c'est un terme qui convient bien pour décrire la situation, c'est-à-dire l'apprivoiser, c'est-à-dire en avoir un usage qui soit profitable et pas seulement se jeter dessus avec gourmandise comme sur un nouveau cadeau qu'on nous aurait fait. Alors, on va retourner du côté, justement à propos de technologie, peut-être aussi du côté de l'enseignement, en donnant la parole à Marjorie, qui a multiplié les expériences d'enseignement avec des publics assez divers. Elle pourra nous préciser et nous dire justement comment elle vit cette période, et en particulier dans la dimension évaluation, technologie. Marjorie, je te cède la parole. À juste un instant, je voulais m'assurer auprès d'Yannick que nous recevons bien des questions pour faire suite à la discussion avec nos participants. Ça marche? Oui, on reçoit quelques questions. Là. Je vous invite à poser vos questions soit dans le chat ou préférablement dans le Q&A. Je vois que Paul a répondu à la dernière question de Mme Ouellette. Donc, vous êtes la bienvenue de lever votre main ou préférablement le Q&A. Voilà, qu'on puisse relayer aussi ces questions et les reproposer à nos panélistes. Alors, Marjorie, c'est à toi. Merci, mon cher Jean. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais, OK. Ben, je vais faire ça vite. Moi, j'ai pris des notes pendant que vous parlez, donc on va laisser du temps, je pense, plus pour les questions. Moi, je travaille avec des étudiants en situation de handicap au secteur de la FGA et au secteur de la formation professionnelle. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, Paul, ce qu'il disait. J'enseigne aussi à l'université, donc je suis chercheur à l'université de Montréal. Et j'ai beaucoup, l'université du Québec à Montréal, pardon, oui. Jean, tu me fais signe? Pas trop vite. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est mon gros défaut. Donc, je vais essayer de parler lentement. Merci de me le rappeler. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, la CUA, ça aide pour les gens comme moi, en fait. Pour l'enseignement, notamment, c'est ça. Tous mes cours sont enregistrés. Mes étudiants peuvent réécouter les cours que je donne, en fait, à l'UQAM. Il n'y a aucun problème. Et de ça, je disais, je vais faire du lien d'abord avec Paul, en fait, ce que tu disais. Je trouvais ça très intéressant, l'aspect créativité. C'est parce qu'on a tendance à voir tout ce qui est CUA et technologique, en fait, de manière un peu fonctionnelle.
On parle de modalités, de fonctionnalités. Et moi, j'aime beaucoup tout l'aspect créativité que ça a amené dans mes cours. Donc, moi, j'enseigne la sociologie de l'éducation à l'UQAM et à l'Université de Montréal aussi. Donc, ce n'est pas des cours qui sont le plus a priori créatifs, je dirais. Mais je me retrouve de plus en plus avec des examens. Bon, on reste dans des modalités quand même où, comme Paul le disait d'ailleurs, 90%, même plus de 90% des étudiants donc, mobilisent la feuille papier, là, en fait, des schémas traditionnels d'évaluation, mais je me retrouve de plus en plus avec donc, moi aussi des vidéos, des podcasts, avec des pièces de théâtre. Donc, imaginez en sociologie, Bourdieu en pièce de théâtre, ce que ça peut donner. Et donc, de plus en plus, je me trouve avec des modalités en fait, de créativité et c'est ce que j'ai vu pendant la pandémie et pendant le confinement, qui sont de plus en plus intéressantes. Et c'est ça, donc j'utilise moi aussi de plus en plus de supports et je me rends compte que plus moi-même en tant qu'enseignante, j'utilise des supports, plus mes étudiants sont portés à mobiliser des supports variés. Donc, je ne dis pas que j'en suis pas rendue à faire des pièces de théâtre, mais j'utilise le podcast de plus en plus. Je commence à créer des petits sites web dans lesquels je fais mes petites choses. Et en fait, plus je m'autorise ces modalités diverses et variées, plus mes étudiants et mes étudiantes s'autorisent en fait également la mobilisation de ces modalités. Donc ça, c'est pour une chose. La deuxième chose, en fait, je trouvais ça très intéressant, Simon, ce que tu as dit là, au niveau donc, de l'accès en fait, en temps de confinement et le fait que la technologie donne accès en fait, voilà, en fait, à ce à quoi en fait, les étudiants en situation de handicap en général n'ont pas toujours accès. Mais je mettrai un petit bémol et en fait, ça, c'est peut-être une question que je poserai à l'Assemblée. Je vois de plus en plus aussi par rapport à cet accès à la CUA via la technologie que de plus en plus d'universités, c'est beaucoup plus aux États-Unis, beaucoup plus d'universités mettent de l'avant en fait que des étudiants sous couvert de CUA, en fait, on enlève de plus en plus les accommodements raisonnables à certains étudiants, en ce sens que l'université de Berkeley, je pense que c'est l'université de Berkeley, maintenant les étudiants, pour avoir accès à des accommodements raisonnables, en fait, ils doivent d'abord justifier que la technologie ne leur bénéficie pas en premier temps. C'est-à-dire que des élèves qui avaient accès, par exemple, à la prise de notes, à des modalités de prise de notes et qui trouvaient que cette modalité de prise de notes les aidait, de plus en plus, en fait, ils doivent justifier que la technologie ne leur permet pas de pallier en quelque sorte, cet accommodement en fait, auquel ils avaient droit. Donc ça, c'est les petits red flags en fait, que je soulève. Et d'autant plus en fait, que ce que j'observe, et je serai un petit peu critique là-dessus, c'est que la CUA, au niveau de la technologie, les enseignants, et ça c'est Jean qui l'a soulevé, les enseignants ont tendance à voir l'accès au matériel comme une fin en soi. En fait, la technologie donne accès à des modalités de matériel scolaire, en fait, et ce n'est pas une fin en soi parce que la technologie, et je m'en rends compte donc dans les modalités de confinement, n'a pas la même flexibilité, je dirais, n'a pas la même adaptabilité que les principes qui sont à la base de la CUA elle-même. Donc, les technologies demeurent quand même assez figées. Donc c'est ça, je suis pro-technologie dans un concept de CUA, mais il y a quand même certains petits red flags qui sont nécessaires de lever pour justement, en fait, pas aller à l'encontre des principes de la CUA. Je resterai là-dessus rapidement. Et merci Marjorie pour ce point de vue critique dans lequel je retiens aussi peut-être l'idée que finalement il faut, en toute chose, dans l'enseignement, il faut garder de la vie et il faut que la technologie soit au service de la vie, c'est-à-dire au fait des interactions et de la communication entre les uns et les autres, ce que Catherine soulignait aussi dans un de ses critères, au fond, dans le questionnaire qu'elle proposait, disant voilà, qu'en est-il finalement, à travers les modalités d'évaluation, qu'est-ce qu'on préserve en termes de communication et d'interaction. Je crois que la technologie ne doit pas refroidir, au fond, la chaleur des échanges entre les uns et les autres. Alors voilà, on vient de faire comme ça un premier tour de table avec nos panélistes. Là, je vais me tourner vers Yannick qui a veillé à l'émergence des questions. Yannick, est-ce qu'il y aurait une question ou une thématique sur laquelle nous pourrions faire une relance
à nos panélistes. Peut-être aussi que parmi les participants à l'écran, je vois Viviana, Marraine, peut-être vous auriez aussi des compléments à apporter. Alors, Yannick? Oui, merci, Jean. Tout d'abord, j'invite le monde, là, ce serait vraiment le temps de poser des questions. Donc, on ouvre la tribune. Moi, j'avais peut-être une question justement pour les derniers panélistes qui ont parlé. Est-ce que vous diriez que la situation du COVID a justement fait l'effervescence de ces nouvelles pensées-là où on tente de devenir plus inclusif? Est-ce que ça a du sens, ce que je dis? Est-ce que, si je retranscris, est-ce qu'il y a quelque chose malheur et bon? C'est-à-dire, est-ce que peut-être ça a activé finalement l'inventivité? C'est ça, Yannick? Est-ce que j'ai Exactement. bien compris? Mm-hmm. De ce côté-là. De votre point de vue, à tous les trois, pas qui voudrait commencer, ou peut-être Catherine ou Marraine ou Bibiana aussi peuvent compléter. Qu'est-ce qui aurait le goût de se lancer? Ben, Paul, si je peux... y aller. Alors, pardon, alors écoutez, vous voyez, Simon, alors on va laisser la parole à Simon pour commencer. Merci, Paul. En fait, je pense que les enseignants sont plus inclusifs, oui, parce que moi, par exemple, je ressens beaucoup de nervosité pendant une session, qu'on soit en temps de COVID ou non. Et c'est sûr que la COVID a réduit, si vous voulez, un peu nos moyens de communication, mais c'est sûr que le contact humain aussi manque beaucoup pour tout le monde ici. Mais les enseignants que j'ai eus au cours de la session ont été très ouverts d'esprit. Grâce à eux, j'ai pu me calmer un peu, je peux dire. Ça n'a pas toujours été facile parce que parfois, je veux dire, je voyais mes notes et ma motivation aller en montagne russe. Et puis, grâce au fait qu'on a communiqué ensemble, ben, ça a aidé beaucoup à ce niveau-là. Mais au niveau des évaluations, j'ai rien à dire non plus parce que moi, je préfère de loin avoir le temps de réfléchir à une question d'examen et puis prendre mon temps pour y répondre convenablement plutôt que de faire un examen qui va durer 3 heures ou 4h30, dépendamment du temps donné. Parce que dans le contexte dans lequel on est, faire une évaluation comme ça, c'est pas toujours évident. Parce que parfois, on essaie de se concentrer et là, vous avez votre chien qui jappe dans votre maison, il vous déconcentre. Donc, c'est pas évident. Donc, mais je pense vraiment que oui, mes enseignants m'ont vraiment beaucoup aidé. Merci, Simon. Alors, comme Paul faisait signe aussi pour intervenir, je vous passe la parole. Merci. À la question, qu'est-ce que la COVID aurait accéléré? Les échos que je reçois sont à la fois positifs et négatifs. Je m'explique, c'est que dans le corps enseignant, la technopédagogie n'avait pas toujours la cote. C'est-à-dire que l'exploitation des possibilités offertes par la technologie pour la pédagogie, c'était pas toujours exploré, puis pour toutes sortes d'excellentes raisons, entre autres l'accès à du matériel informatique performant, l'accès à de la formation adaptée, l'accès à toutes sortes de façons. Bon, je ne jette pas la pierre, je vais juste constater que les compétences technopédagogiques du corps enseignant n'étaient pas partout pareilles. Là, on n'a pas eu le choix. Il a fallu apprendre vite, apprendre tout seul, apprendre sur le tas, apprendre avec les moyens du bord, puis les conseillers pédagogiques, tout le support justement au développement professionnel sur cet aspect-là a été formidable. Il y a eu plein de choses qui sont faites. Il y a des communautés formelles, informelles qui se sont développées. Il y a des départements qui se sont organisés pour se soutenir les uns les autres. Donc, le côté positif, je pense, c'est que la technopédagogie maintenant, donc l'utilisation de la technologie pour la pédagogie, s'est rendu un incontournable, puis il y a eu une sérieuse mise à niveau qui s'est faite. Le problème que je reçois et qui est devenu véritablement un problème, c'est que cette mise à jour accélérée-là s'est faite de façon un peu désorganisée, touffue, anarchique en fait, c'est pas mal ça le mot qui conviendrait le mieux. Et ça a eu pour effet, ça, c'est que l'enfer étant pavé de bonnes intentions, il y a eu un déploiement d'un foisonnement des mesures technopédagogiques qui ont été offertes dans l'enseignement et
ça a demandé à celles et ceux, les étudiants, les étudiantes qui devaient s'adapter. Parfois, moi, j'ai eu des témoignages de mes propres étudiants, puis on est en train de faire une recherche au CRISPECH là-dessus aussi. On demandait parfois dans 8 cours différents, 8 façons de faire différentes. Du synchrone, de l'asynchrone, du synchrone sur une plateforme, du synchrone sur l'autre plateforme, l'utilisation de manuels en ligne, l'utilisation de matériel physique dans un cadre dématérialisé, tout et n'importe quoi, des examens à choix de réponse dans SurveyMonkey et dans Forms et dans une autre affaire. Bref, la diversité comme ça des moyens techniques, l'absence de cohérence aussi, je pense que ça a causé énormément de stress. Puis en fait, c'est que ce qui est arrivé, puis c'est dommage, mais l'intelligence, la capacité d'apprendre de nos étudiants était consacrée dans une majorité à apprendre les moyens technologiques plutôt qu'à apprendre ce qu'il y avait à apprendre dans les cours. Ça, c'est un peu du gaspillage, là, si on veut mon avis. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à noter là, pour le futur, au plan, par exemple, des départements ou même plus haut sur les institutions pour essayer d'assurer une certaine cohérence là-dedans. Justement, merci. Tu parles du futur. Ça m'amène à une autre question, si je peux me permettre. Là, je fais appel aux conseillers pédagogiques qui sont dans le chat. J'ai vu qu'il y en a plusieurs. Catherine aussi, justement, en est une. Justement, tu penses-tu que si on se centralise sur une façon de faire, une façon d'évaluer, ça va permettre aux conseillers pédagogiques, sachant maintenant que les enseignants ont acquis une nouvelle technopédagogie, les outiller plus facilement à accommoder leurs examens? Alors, question plus technique d'abord, conseiller pédagogique. Catherine. Je ne suis pas certaine de comprendre la question, mais ce que, en tant que conseillère en service adapté, ce qu'on a observé, nous, chez nous, c'est qu'on a observé une diminution des demandes d'inscription au service adapté. Donc, on a une certaine diminution des demandes d'accommodement. Il y a des étudiants qui... puis il y en a certains, là, je les sollicitais là, comme « Allô, il faudrait comme réviser ton plan d'intervention. » Fait comme « Non, madame, moi, cette session-ci, je n'ai pas besoin, je ne veux pas renouveler mon plan d'intervention parce que je n'en ressens pas le besoin. » Donc, c'était des étudiants que je sais qu'ils étudient dans des programmes où ils sont surtout évalués par des travaux sur plusieurs semaines. Donc, dans ce contexte-là, ils ne sentaient pas... Souvent, on est souvent dans le fameux temps supplémentaire. Donc, ils avaient regardé leur plan de cours, ils avaient constaté que je n'aurai pas d'examen chronométré pendant la session, donc je ne ressens plus le besoin de faire des demandes d'accommodement. Fait que ça, c'est pas un grand mouvement, c'est pas une grande tendance, mais comme ça s'est observé, puis on a une diminution de certaines demandes d'accommodement. Fait que c'est sûr que dans ce sens-là, je pense que certains étudiants qui ont senti qu'ils étaient déjà accommodés dans le design pédagogique présenté par l'enseignant. Merci Catherine. Je ne sais pas qui parmi nos panélistes aurait le goût d'apporter encore un élément de réponse sur cette question. Moi, peut-être je soulèverais quelque chose qu'on a remarqué, nous, c'est la précarité de certaines situations. C'est certes la technologie permet à des étudiants en situation de handicap d'avoir accès à plein de modalités auxquelles ce serait plus compliqué en temps normal. Mais on a réalisé, nous, que certains étudiants en situation de handicap étaient très précaires. Donc, au niveau à la fois des ordinateurs, au niveau de l'accès Internet. Donc, certains, on s'en est rendu compte, certains de mes étudiants, en fait, travaillaient sur leur téléphone. Donc, ils avaient les données sur leur téléphone cellulaire. Et une fois que ces données, ils n'en avaient plus, comment on faisait, en fait? Donc ça, je pense qu'il y a toute une réflexion à entamer aussi au niveau de l'accompagnement financier de ces mesures-là. Et c'est ça, en fait, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Paul disait. Il y a une démultiplication des évaluations qui est à l'université qui est assez faramineuse. Donc, il y a eu beaucoup, moi je sais que j'ai eu beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui n'en pouvaient plus, en fait, qui étaient juste, qui très tôt dans la session étaient déjà dépassés. Donc, comme s'il y avait, je ne sais pas si, c'est une question à se poser, je ne sais pas s'il y a une espèce de compensation qui s'est faite. Donc, comme peut-être les cours sont moins longs en ligne, donc on compense à côté, on demande du travail supplémentaire aux étudiantes et aux étudiants. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est fait. Et moi, j'ai vu beaucoup de détresse
psychologique de certains étudiants qui étaient complètement acculés avec le travail. Et le dernier petit point peut-être, c'est aussi que des fois, en fait, pour certains de mes collègues, c'est comme si l'accès au matériel, l'accès via la technologie était suffisant, alors que ça prend un accompagnement aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de délestage où finalement, le fait que l'étudiant ait accès au matériel, ça devrait suffire, ou le fait que l'étudiant puisse enregistrer les cours, ça devrait suffire, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, c'est ce besoin aussi, je pense, d'accompagnement. Les enseignants à l'université ont besoin, selon moi, de comprendre que ça nécessite tout un accompagnement qui est autre. Ce n'est pas juste la structure pédagogique qui doit changer ou les modalités d'évaluation qui sont à harmoniser, mais il y a tout un accompagnement qui est différent aussi au niveau de l'étudiant. Donc, ça, c'est les 3 petits points que j'ai remarqués de ma petite expérience. Merci Marjorie, et tu soulignes là bien le fait que dans une perspective inclusive, très générale d'ailleurs, depuis on peut dire, le niveau scolaire jusqu'au niveau universitaire, c'est bien souvent dans l'action à la fois de formation et de soutien aux enseignants que se trouve la clé, plus que justement dans la remédiation individuelle du modèle biomédical, hein, que Catherine redécrivait là rapidement tout à l'heure. C'est plus de ce côté-là, et je souscris aussi de mon côté à vos remarques, à Paul et à toi, sur le fait qu'il va y avoir du tri à faire, de peut-être une réflexion, vraiment un surcroît de réflexion en matière de pédagogie universitaire, pour pouvoir trier le bon grain de l'ivraie, au fond, c'est-à-dire avoir les choses qui sont prometteuses. Il me semble, pour ma part en tout cas, j'y classerais beaucoup tout ce qui est du développement de pédagogie coopérative, hein, parce que là aussi, je vais de ma petite remarque éditoriale, mais les technologies sont souvent envisagées dans un fonctionnement en étoile, c'est-à-dire le prof étant au centre et chaque étudiant interagissant individuellement avec le prof. La difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on restaure au moins autant que dans la classe, que dans la salle de classe, des possibilités d'interaction et de coopération entre les étudiants, parce que c'est aussi un facteur de soutien très important pour ceux et celles d'entre eux qui peuvent avoir des difficultés de tous ordres, du reste, hein, pour accéder aux apprentissages. Donc, voilà. Alors, mais ça n'est pas fini pour les questions. Peut-être est-ce que Yannick, de ton côté, je vois 2 questions ici que je vais lancer. D'abord, on en a une de Gilles qui nous dit: seriez-vous d'accord à créer une attestation inclusive, comme par exemple la marque ISO 9000? Mais là, ce serait le saut CEA. Donc, quand un étudiant s'inscrit, il sait que ce cours est enregistré et enseigné dans le mode CEA, par exemple. Alors, sur cette question, qui souhaiterait répondre? Peut-être, est-ce que c'est une proposition d'étudiant à laquelle un autre étudiant pourrait avoir envie de répondre, Simon? Florence qui dit: j'aime bien cette idée, ici dans le chat. Oui. Alors, moi, j'aimerais peut-être entendre Simon là-dessus. Donc, est-ce que vous pouvez répéter la question, en fait? Oui, bien sûr. Yannick, s'il te plaît. Au fond, c'est que Gilles veut savoir si on serait prêt à donner une marque à un cours. Donc, si, mettons, toi, tu t'inscris à un cours, d'emblée, tu saurais que le cours est enseigné d'une telle façon, par exemple. Puis là, ici, ça serait dans ce cas-là, ça serait le mode CEA, la conception universelle de l'apprentissage. Ben, en fait, moi, de ce que je comprends, je dirais que oui, je serais d'accord parce que là, en étant au courant de la méthode d'enseignement, ben, on saurait déjà à quoi s'attendre. Il n'y aurait pas de période de questionnement, donc ça serait beaucoup plus simple tant qu'à moi. Et puis, d'une même façon, on pourrait choisir un cours plutôt qu'un autre, dépendamment de nos préférences. Donc, En effet, peut-être. Alors, merci Simon. Je ne sais pas si du côté des enseignants, est-ce que quelqu'un aurait envie d'intervenir là-dessus? Paul ou Marjorie? Ce serait bien que tous les enseignants adoptent cette norme, c'est ça. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu particulier dans le fait que voilà, ce serait une norme qui devrait être adoptée par l'université, selon moi.
Ouais. Ben, j'ai une anecdote, en fait, pour répondre peut-être à cette histoire-là. Il y a quelques années, je pense que c'était en 2015, au Cégep, au Vieux-Montréal, puis pas à Dawson, Vieux-Montréal, Montmorency, Marie-Victorin, l'UQAM et l'UDF Montréal. On a eu un projet comme le projet CEA, où on a fait un essai, des expérimentations avec la CEA. À la fin de ce projet-là, on a eu un symposium au Collège Dawson, auquel participait Brett Christie, qui était à l'époque, je ne sais pas ce qu'il fait maintenant, mais il était un peu, il travaillait à l'Université de Californie, donc le réseau des universités publiques, UCAL, Berkeley, Sonoma, bon, tout le gros réseau. Et il nous présentait cela. Ils ont là-bas, dans le réseau des universités en Californie, à l'époque, ça s'appelait le QOLT, Quality Online Learning and Teaching, ou quelque chose comme ça. J'ai essayé rapidement de trouver la référence, je pourrais la mettre plus tard. Là. Et il nous expliquait bon, que l'université avait mis ça sur pied, puis que désormais, les cours à UC, donc dans le réseau des universités, devaient passer cette espèce de test-là. Et il se demandait pourquoi ça n'existait pas comme ça ici. Puis je disais parce qu'ici, c'est pas l'université qui décide unilatéralement de comment on va enseigner puis de qu'est-ce qui va faire la qualité des cours. Et il est un peu tombé en bas de sa chaise en disant ben, qu'est-ce qu'ils font d'abord à votre université? Donc, je pense qu'il y a une question de culture de liberté académique. On en a énormément parlé ces derniers temps. Il y a une question de respect des juridictions, des profs et de un peu tout le monde. Et puis, moi, je pense un peu comme Marjorie là-dessus, c'est-à-dire que quand quelque chose est imposé, il y a des bonnes chances que ça soit fait tout croche. Donc, j'aime autant qu'on en fasse la promotion, qu'on fasse la démonstration de la pertinence de ça, qu'on fasse la démonstration des avantages sur le plan pédagogique de ces approches-là, qu'on continue à faire de la recherche pour justement démontrer tous les avantages qu'il y a à avoir une approche inclusive, que l'on donne la parole le plus possible à nos étudiants, nos étudiantes qui bénéficient de cette approche-là, qui vont faire des témoignages, qui vont participer pour dire que ça contribue à leur réussite, à leur engagement, à faire baisser le niveau d'anxiété, etc. Et qu'après ça, ben, on mette en place des moyens pour le perfectionnement professionnel, de comment on fait pour acquérir ça. Les deux outils que Catherine nous a présentés, ben, l'outil, la grille d'analyse que Catherine nous a présenté est un excellent outil. Je vais m'empresser de l'envoyer à tout vent parce que c'est ce genre d'outil-là, justement, dont on a besoin pour transformer nos cours. Parce que créer un cours à partir de rien puis le rendre inclusif, c'est relativement pas faisable. C'est bon, ça se fait. Revoir un cours puis adapter un cours qui existe déjà pour le rendre plus inclusif, ça, c'est pas nécessairement aussi facile. Il y a une certaine inertie qui existe, il y a des pressions de pratiques ancestrales encrassées, pour le dire ainsi, qui font que les choses bougent moins rapidement. Mais avec des outils comme ça, je pense que ça peut aider. Donc, une certification, moi, personnellement, je ne suis pas énormément un gros fan de la standardisation des choses en général, mais faire la promotion, oui, puis pouvoir dire qu'un cours est plus inclusif, puis le démontrer, ça, oui. Merci, Paul. Je crois que ce qu'on peut peut-être retenir, en effet, c'est le principe, c'est-à-dire l'idée que clarifier, quand on est enseignant, les modalités selon lesquelles on va dispenser le cours, l'inscrire dans le plan de cours, quand on a ce genre de pratique, ça me semble important d'être au moins de pouvoir signifier aux étudiantes, aux étudiants à quelle sauce ils vont être mangés dans le cours. C'est quand même une chose minimale à mettre en œuvre. Alors, moi, je vois aussi l'heure qui tourne. Notre discussion est vraiment très intéressante. Puis, je pense qu'elle va continuer dans les chaumières et dans les salles de cours et ailleurs. Mais à 3h moins 5, il me semble qu'il faudrait peut-être que nous passions la parole à Bibiana Pulido et à Maren Gull, peut-être pour une manière peut-être de ramasser les choses, de conclure ce troisième webinaire. Donc voilà, je ne sais pas lequel de vous deux interviendrait en premier. Liliana m'adresse un sourire, c'est ça? Merci, Liliana. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ben, merci avant tout à tous les panélistes de ce webinaire aujourd'hui. Je pense que
aujourd'hui, je pense que ça concluait bien les trois webinaires, les deux webinaires qu'on a fait, puis vraiment liés à l'évaluation. Puis je pense que ce qui était surtout très intéressant, c'est qu'il y avait des exemples concrets, autant de la vision d'un étudiant, mais aussi des gens qui sont actuellement en train de faire de l'enseignement. Donc, c'est quelque chose qui est chose qui est très important. Puis, merci aussi, Catherine. Je pense que je suis d'accord avec Paul de cet outil-là. Je pense qu'on pourrait faire en sorte que ça puisse être diffusé davantage. Là, on pourrait peut-être s'assurer que ça soit plus, pas que c'était pas beau, mais peut-être assurer un meilleur graphisme et tout ça pour qu'on puisse la déployer tout le Québec et tout le Canada. Donc, merci. N'oubliez pas aussi, puis je vais laisser aussi la parole à Maren, parce que Maren, au fond, c'est tout, c'est pas pour rabaisser personne, mais il y a toute une stratégie, toute une planification qui a été faite sur comment les webinaires devaient être faits, sur tout le matériel, parce qu'on n'oublie pas, on a des capsules aussi, 3 capsules qui sont en développement. Il y en a déjà une qui est sortie. On a déjà aussi un guide d'accompagnement pour le premier volet. N'oubliez pas que tout est bilingue, donc c'est partageant. Puis il y en a qui ont demandé est-ce que c'est disponible. Tout va être sur le site de l'AQEPS et l'AQEPS, fait AQEPS et CUA. Donc, je pense que je vais laisser l'honneur à Maren de terminer parce que c'est vraiment elle qui a fait beaucoup de travail dans cet alignement, je dirais, scientifique. Merci, Viviana. Merci vraiment, Bibiane, à tout le monde pour tout ce que vous avez fait. C'était incroyable. J'ai appris beaucoup aujourd'hui, comme j'ai appris pendant tous les autres webinaires, vraiment de CUA. Puis la chose qui m'a impressionné le plus, c'est qu'on est vraiment en train de vivre des temps très unusual, comment est-ce qu'on dit? C'est pas normal le temps qu'on vit maintenant. Puis la flexibilité que j'ai vue par vraiment tout le monde, les enseignants, les conseillers, les étudiants surtout. Puis il faut changer tout ce qu'on fait, puis toutes les idées et la volonté de le faire, ça m'a vraiment impressionné. En plus, c'était un vrai honneur de faire partie de cette équipe et je veux I want to thank everybody very much for having me as part of this team. Alors, merci. Merci beaucoup, Maren. Alors, je ne sais pas, la seule chose peut-être qu'on avait prévoir, c'est qui allait conclure de la conclusion et dire que l'affaire était terminée. Peut-être est-ce Yannick qui va s'en charger et de donner les prochains rendez-vous. Merci Jean, merci Maren, merci Viviana. Donc, pour conclure la conclusion, je dirais, voilà. Je remercie finalement la Croix-Rouge de nous permettre vous permettre d'assister à ces webinaires. Donc, c'est vraiment un beau projet qui prend fin. Le tout sera sur notre site Internet. Pour finir, je ne sais pas s'il y a encore des étudiants dans les participants, mais la CAPS vient de lancer son programme de bourse. Donc, pour les étudiants en situation de handicap, c'est une belle occasion pour vous d'avoir accès à une bourse. Donc, allez sur nos réseaux sociaux, appliquez à nos bourses. Si vous voulez faire des dons, notre page Facebook, toute l'information est là. Donc, sur ce, je remercie tout le monde encore une fois. Merci d'être là. Merci d'avoir assisté au webinaire. Puis, on se dit joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Bye tout le monde. Bonne fin de session pour les enseignants. Les étudiantes et les enseignants. Merci à tout le monde.